J'ai qualifié cette situation de banale pour la simple et bonne raison que c'est une situation qui ne devrait pas atteindre le degré actuel. Et j'ai dit dans mon écrit qu'il suffisait juste que les différentes parties prenantes s'accordent qu'au moment où il y a eu cet incident, si c'est lié à la violence des étudiants ou de la CASO, c'est dans les amphithéâtres, c'est dans les salles de cours, on allait identifier des étudiants qui lèvent la main sur leurs enseignants. Mais il n'en est rien. Vous n'avez jamais vu ni entendu que dans un amphithéâtre ou dans une salle de cours, un enseignant a été agressé parce que les étudiants sont violents. Non. C'était sur une voie. Aux heures de sortie de bus, 14-19 bus qui sortent en même temps. 2 minutes. Plus de 100 à 200 Nigériens étaient arrêtés. Juste pour que le bus passe. Aujourd'hui, ce même enseignant qui est à la base de toute cette crise ne s'est-il jamais arrêté quand il y a un cortège de mariage? Si ça considère que c'est sur sa voie. Pourtant, ce n'est pas réglementaire. Il l'a fait. Pourquoi quand le bus traverse juste 2 minutes pour éviter que les petites voitures soient percutées par ce bus-là, en 2 minutes, laissez-les passer? Dans ça, là, il s'est fait identifier. Il voulait traverser ses étudiants. À base de ça, il y a eu cet incident-là. On dit que les étudiants sont violents. C'est pour ça que j'ai dit cette situation, elle est banale. Au moment où il y a eu cet incident, les enseignants-chercheurs, l'administration rectorale, les étudiants, tout comme le gouvernement, tous devraient se rendre compte qu'il y a un besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est juste de poster 1 ou 2 policiers là où il y a eu l'incident, aux heures de sortie de bus. Ça aura réglé la situation sans qu'on arrive à là où, à ce degré de pourrissement où elle est arrivée. Voilà pourquoi j'estimais que c'est une situation banale qui pouvait être réglée immédiatement sans avoir besoin de fermer toutes les portes de l'école d'Indien. Mon interprétation est claire. Hein. Je crois que je ne suis pas d'avis que les étudiants lèvent la main sur leur enseignant. J'étais étudiant, je n'ai jamais vu ça. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut prôner la violence et que les étudiants vont se permettre de tout. J'ai été étudiant et je sais que ce n'est pas ça. Mais pour cette situation précise, l'analyse que j'ai faite, les errements ou les écarts qu'il y a eu dans la décision m'ont amené à comprendre qu'en réalité, au fond, pour être clair et honnête, il faut que les uns et les autres soient honnêtes en précisant exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est d'en découdre avec cette organisation. Ce n'est pas une question de CASO ou quoi que ce soit. Sinon, vous ne pouvez pas quand même imaginer que, parce que vous n'avez pas identifié les éléments de la CASO qui ont posé l'acte, et même s'ils sont identifiés par les responsables du comité exécutif, quelqu'un ne peut pas être sous ta coupe et que tu l'identifies. Ce n'est pas possible. C'est un acte de traitise, que ce soit au niveau d'une structure qu'au niveau national. Tu ne pourras pas le faire. Ça, c'est un. De deux, si ces personnes-là ne sont pas identifiées, et le conseil de l'université s'était basé sur cet élément, pour estimer que les personnes ayant posé l'acte n'ont pas été identifiées. Donc, conséquemment, on exclut les responsables directs de ces éléments de la CASO. C'est ce que j'ai dit. Là où il y a une faille dans la décision du conseil de l'université, c'est que moi qui vous parle, j'ai précisé dans mon écrit que j'étais victime d'une exclusion. À la suite d'un écrit qu'on a fait, où le contenu de cet écrit était injurieux, et qu'on a estimé que non, il fallait nous inscrire, parce que je n'ai pas fait l'écrit, mais c'est sous ma coupe, il y a eu l'écrit. Je n'ai aucun regret par rapport à tout ce qui s'est passé. On a pu gérer la situation de façon apaisée jusqu'à ce que finalement nous avons eu gain de cause. Pas notre réhabilitation, parce que ma réhabilitation ne m'intéressait pas en ce moment-là. Mais c'était le combat pour aboutir au résultat, et on a abouti au résultat que je ne vais pas vous citer ici. Maintenant, pour ce cas d'espèce, les SG des étudiants étaient inscrits parce qu'on estime qu'il est le premier responsable de la structure. J'ai dit, si on s'en tient à la logique des enseignants, ce qui est normal. Pour eux, non. Le SGA est exclu.
alors qu'il n'est ni responsable de la CASO, encore moins le premier responsable. Le premier responsable de la CASO dans un bureau, c'est le chargé des affaires académiques. Il n'a pas été exclu. C'est pas que je souhaite qu'il soit exclu. Pour dire que si la logique était de respecter du moins cette stratégie qui consiste à toucher les responsables hiérarchiques, donc ça aurait pu être le SCAS et non le SGA. Donc le SGA est exclu, le SGA est exclu, le DG CASO est exclu parce qu'il est le premier responsable de la CASO. Le délégué transport également est exclu parce qu'il est lié toujours à la CASO. Mais le SGA, il n'est absolument lié à la CASO, il n'a posé aucun acte. Ce qui suppose que juste l'intention c'est de cibler des personnes dont on estime que peuvent être susceptibles demain d'inquiéter X ou Y. Par conséquent, c'est une occasion qu'on a cherchée pendant des années et des années. Et que l'occasion se présente aujourd'hui. Il fallait la saisir et il ne faut pas la rater. Voilà pourquoi je dis non, il est inadmissible que l'on continue à croire que c'est fondé l'exclusion de ces étudiants. Et si tant est que il faut effectivement cibler les responsables hiérarchiques pour exclure, pour les exclure, je dis bon, tant mieux, on revient à l'histoire de 2017 ou à la suite de la grève déclenchée par les étudiants pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Ça s'est soldé du moins par le lynchage public d'un étudiant qui, même un terroriste de Boko Haram aujourd'hui, quand vous mettez la main sur lui, vous n'aurez plus besoin quand même de le bastonner. Pourtant, cet étudiant qui n'avait pas une arme, tout le monde était témoin, ou tout le monde est témoin comment il a été humilié. Pour lui, on estime que justice a été rendue parce que les policiers ont été dimanche sanctionnés, on les a arrêtés. D'accord. J'ai dit, mais en 2017, il y a eu la mort d'un étudiant. Il y a eu mort d'homme. Personne ne pensait en ce moment-là au Niger que la situation pouvait être apaisée, qu'elle pouvait être stabilisée, qu'elle pouvait être calmée. Mais en fin de compte, quand le président de la République a pris ses responsabilités, il a fait appel à l'ensemble aux scolaires pour attirer leur attention, et les scolaires ont compris. Et on a eu une stabilité, les cours ont repris. Cette fois-ci également, si les gens veulent l'exploiter d'une manière ou d'une autre, je suppose que le seul et unique responsable, susceptible d'attirer l'attention de tout le monde, pour que le pays soit stable, pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse, pour qu'on prépare les examens, ça ne peut être que le président de la République. Et l'idée des responsabilités hiérarchiques, je dis bien, quand les gendarmes ont tiré sur Bagalé, qu'est-ce que le rapport de la commission d'enquête a dit? Le rapport a révélé que c'est bien un tir tendu sur cet étudiant-là qui a perdu la vie, mais que l'endame qui a posé l'acte n'était pas identifié. Si on est cohérent envers nous-mêmes, si on est logique, si effectivement on peut sanctionner le responsable hiérarchique d'un acte à partir du moment où le responsable direct n'est pas identifié, c'est ce qui a justifié l'exclusion d'IEG, de l'ENUN et tout ce qui s'ensuit. Comme les gendarmes n'étaient pas identifiés dans le rapport de la commission, je dis mais ce gendarme-là a des responsables hiérarchiques qui sont en premier lieu le président de la République. Après le ministre de la Défense, il y a les hauts commandants de la gendarmerie. Honnêtement, si cette idée tient pour qu'on soit respecté des règles que nous avons établies, quand même que les mêmes textes qui sont appliqués à d'autres, qu'on les applique à certains, qu'on les applique aussi à d'autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour ces gendarmes-là qui n'est pas identifié, vous pensez qu'on peut sanctionner le président de la République? Est-ce que vous pensez qu'on peut sanctionner le ministre de la Défense? Est-ce que vous pensez qu'on peut sanctionner le haut commandant de la gendarmerie? Non, parce qu'ils n'ont pas été sanctionnés. À partir du moment où on sait que c'est non, donc c'est aussi non de sanctionner les responsables estudiantins pour ce petit incident qui n'en valait pas la peine. Voilà pour moi comment je vois cette situation, comment je vois que la situation, comment aujourd'hui elle est
elle a atteint un degré de pourrissement où on a l'impression que les étudiants sont allés prendre les enseignants, les brûler vifs. On a l'impression que les enseignants sont allés mettre du feu sur toute l'université, alors qu'on pouvait, au début de la crise, quand on l'a négligé, aujourd'hui, toutes les universités du Niger ont fermé leurs portes. Pensez-vous, pour un pays qui se respecte, pensez-vous qu'il est normal qu'on puisse faire une semaine sans étudier? Parce que tout simplement, il y a eu une altercation verbale entre un étudiant ou des étudiants et un enseignant. À la limite, violence morale dont on a dit. Si c'est ça, le président de la République aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'entend pas aujourd'hui dans sa gestion en termes d'insultes et d'humiliation? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est responsable, c'est normal que l'on s'entende quand même. L'on s'attend à beaucoup de choses. Donc, vous ne pouvez pas, sur cette base, justifier que non, il est normal qu'on mette terme à la vie et au processus académique de 5 étudiants qui sont en année de master, qui sont en année de licence, alors que les ministres aussi, qui sont sortis pour faire le point de presse, pour estimer que non, les enseignants, les étudiants du moins, ils n'acceptent pas un État dans un État. J'ai trouvé une incohérence. J'ai trouvé, du moins, ça, une inéquité dans les propos tenus par les deux ministres. Et j'ai précisé que, État dans État, pendant plus de 40 ans, le président de la République, les membres du gouvernement, les acteurs de la société civile, les politiciens, en un mot, qui ont tous passé par l'université Abdou Moumouni, qui ont fait la structure estudiantine, savent la violence qu'ont vécu et que vivent les étudiants, des violences morales exercées par certains enseignants sur des étudiants. On a vu, et je parle avec sérénité, des étudiants qui ont validé l'année académique, qui ont été ciblés par les enseignants, certains enseignants, auxquels les enseignants ont dit « Toi, tu ne passeras jamais, je te bloquerai ». Dieu faisant bien les choses, cet étudiant se retrouve avec 13 sur 20, 14 sur 20, il valide la matière de l'enseignant, et l'enseignant peut-être n'a pas identifié sa copie. Après, il se rend compte que l'étudiant a validé, il dit « Si je savais, tu n'allais pas passer ». Combien des étudiants qui se sont jetés des toits des bâtiments du fait de cette violence psychologique et morale que les étudiants subissent au niveau des universités? Combien des années où vous avez 600, 700 étudiants qui composent, à peine vous avez 10, 20, 30 qui valident. Si les étudiants sont allés à l'université pour étudier, bien évidemment, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'on leur enseigne. Et que quand on arrive à les évaluer et qu'on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas 2% qui ont validé, c'est bien évidemment l'enseignant qui doit se remettre en cause. C'est bien évidemment le système d'enseignement qu'il faut quand même interroger. Mais ça n'a jamais été le cas. Pendant plus de 40 ans, l'État injecte des milliards dans cette université. L'État ne s'est jamais soucié à savoir, à la fin de chaque année, combien d'étudiants étaient inscrits en première année, combien d'étudiants ont pu valider de tel niveau à tel niveau, combien d'étudiants sont sortis avec un diplôme au niveau de l'université Abdou Moumouni. Pourquoi? C'est une obligation qui pèse sur l'État. Si l'État veut éviter cette politique d'État dans État, c'est bien normal, c'est bien au niveau des enseignants-chercheurs, pas tous les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas dans cette logique. Mais le problème aujourd'hui du fonctionnement de l'université, ça se pose avec acuité et ça a été précisé avec le document que le ministre Danda, de l'époque, quand il était ministre de l'enseignement supérieur, des enseignements supérieurs, quand il a dit que par rapport au recrutement, il avait fait des propositions. Les enseignants avaient opposé une résistance. Quand on voulait créer les nouvelles universités, Tawa, Maradi et Zender, les enseignants avaient opposé une résistance. C'est ça un État dans un État. Si vous voulez assainir, et que l'assainissement suppose peut-être qu'il faut empêcher à des étudiants ou à ceux qui ne sont pas étudiants de rester sur la cité universitaire. Mais tant mieux pour les étudiants. Si vous pouvez les aider à identifier ceux-là qui ne sont pas étudiants pour qu'on les chasse de l'université, c'est une bonne chose. Si vous voulez empêcher à ceux qui ne sont pas étudiants d'occuper les chambres de structure, c'est une très bonne chose.
C'est une politique quand même dans laquelle les étudiants vont s'inscrire. Ils ne vont pas opposer une résistance. Mais si l'assainissement serait d'identifier les responsables syndicaux, et je dis bien que l'ISN n'est pas une petite organisation, elle a produit beaucoup de personnes aujourd'hui qui font la société civile, et qui sont activistes au niveau de la société civile, qui sont leaders politiques. Penser qu'on peut mettre terme à une organisation syndicale comme l'ISN, ce serait une erreur monumentale à commettre. Et penser aller dans le sens de la détruire, je dis bien celui qui s'inscrit dans cette logique peut bien commencer son acte, mais ce serait après lui qu'il aura son résultat. Mais il ne pourra pas réussir à détruire cette organisation. Je ne suis pas en train de raisonner parce que je suis un ancien étudiant victime d'exclusion. Je n'ai aucun regret par rapport à ce qui nous est arrivé. Je suis fier parce qu'aujourd'hui je suis toujours à l'aise. 2 ans après mon exclusion, je suis revenu encore pour diriger l'ensemble des scolaires de Niger, pas seulement l'université Abdou-Mouni. Donc c'est vraiment une fierté. Je raisonne juste parce que j'imagine que quand on est dans un pays, il faut au maximum éviter, quand on gère une institution, quelle qu'en soit sa petitesse, quand on gère une commune, quand on gère un département, quand on gère une région, quand on gère un pays, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'injustice qui va gagner le terrain. Quand l'injustice atteint son paroxysme, il n'y aura plus de solution, il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de stabilité. Sinon, vous comprenez aujourd'hui pourquoi les Palestiniens bravent la mort face à l'armada israélienne, parce que tout simplement ils sont arrivés à un degré où ils ont dit merde. Continuez à exclure. On a exclu au temps de Yori Ibrahim. Il y avait à peu près 5 étudiants qui étaient exclus. La justice a réhabilité Yori. Les enseignants ont, du moins, l'administration rectorale a opposé une résistance quant à son retour à l'université Abdou-Mouni. Ils ont refusé d'appliquer une décision de justice. Nous, on nous a exclus. Aujourd'hui, on exclut. Vous pensez qu'un bon matin comme ça, vous vous réveillez, vous ne savez pas quand est-ce que la personne s'est inscrite à l'école, vous ne savez pas comment les parents s'étaient démerdés pour amener cet élève-là à aller jusqu'à l'université. Un bon matin, vous vous réveillez pour dire que vous l'avez exclu. Et de 2, la réunion des recteurs au niveau de Tawa, pour dire qu'ils vont véhiculer les noms et communiquer à l'ensemble des universités de la sous-région les noms des étudiants qui ont été exclus pour indiscipline. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de former des étudiants qui vont garder une haine viscérale éternellement pour ces personnes-là qui ont pris des décisions? Vous ne pensez pas que demain, ceux-là seront de futurs responsables? Quelles seront les réactions vis-à-vis de ces personnes responsables de ce qui leur est arrivé? Faites attention quand vous prenez des décisions. Ne voyez pas, je suis d'accord. Quand vous faites votre politique, il faut la faire. C'est tout à fait normal. Mais dans le système éducatif, n'intégrez pas la politique dedans. Parce que c'est ce système-là qui vous a forgé pour être là où vous êtes. Le minimum de morale, le minimum d'honnêteté veut que si je ne peux pas améliorer, que je ne diminue pas quand même dans ce que j'ai trouvé. C'est pour ça, pour moi, il est du devoir moral de toutes les composantes de l'université de revenir sur des meilleurs sentiments et considérer que enseignants, étudiants et PAT ne sont pas des ennemis. Ils ont l'obligation de collaborer ensemble. Si aujourd'hui les étudiants sont une cible parmi tant d'autres composantes au niveau de l'université, demain ça va être le tour des enseignants. Ne soyez pas surpris, parce qu'on a connu ces cas-là. En 2010, dont je vous ai dit, nous avons fait 6 mois. Le ministre de l'enseignement supérieur a refusé de nous recevoir. Et les enseignants étaient contents, ils ont dit que c'était une quinzaine d'étudiants qui perturbaient. Et le gouvernement avait utilisé ces mêmes syndicats pour pouvoir nous abattre. Mais avant la fin de l'année, 7e mois, la tension se retournait contre les enseignants. Maintenant, c'est devenu une crise entre le ministre et les enseignants. C'est à nous qu'on faisait appel. Donc, qu'ils fassent extrêmement attention de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont une composante et il y a une complémentarité entre ces différentes composantes de l'université, veut ou pas. Les étudiants sont obligés de collaborer avec les enseignants. Les étudiants sont obligés de veiller à ce qu'il y ait la stabilité au niveau de l'université, à ce qu'il n'y ait pas de violence. Mais des actes isolés peuvent être posés. Mais là, quand c'est posé,
c'est que j'imagine que l'université, c'est le temple du savoir. Quand un acte est posé, il faut revenir à la raison, il faut se réunir et faire les débats. On allait trouver une solution. C'est la seule manière qui va sauver cette université. C'est le seul mécanisme qui peut permettre à l'université d'être stable et de prospérer. Mais si les syndicats des enseignants pensent qu'il leur faut forcément que ces étudiants-là soient malmenés, c'est-à-dire que le politique peut faire semblant qu'il n'est pas intéressé, les enseignants, l'université est autonome dans ses décisions. Je veux que ces discours-là aussi, on l'arrête pour le règlement de cette crise-là. On va tout le temps nous dire que non, les enseignants sont autonomes. Si l'autonomie suppose qu'on ne peut pas revenir sur une mauvaise décision prise, ça suppose qu'on donne à cette université son statut d'État dans l'État du Niger. Même si une institution elle est autonome et que cette institution est le fruit du besoin d'un État qui est l'État du Niger, si cet État estime qu'il y a des failles, des carences dans une décision prise par cette institution, soit-il une institution autonome, je me dis que les maires, beaucoup de maires ont été sanctionnés. Beaucoup de maires sont enfermés. Pourtant, les mairies sont autonomes. Ça suppose que malgré leur autonomie, elles sont toujours logées dans un État. Il y a une institution, il y a des responsables qui doivent veiller à la régularité, qui doivent veiller au bien fondé des décisions qu'elles prennent. Pourquoi aujourd'hui l'État du Niger, le gouvernement ne peut pas se rendre compte qu'en réalité les enseignants, dans leurs décisions, le SNEX, ou du moins le conseil de l'université dans sa décision, a voté. Et il faut revenir pour remettre en cause la décision. Moi je suis d'accord, comme tout autre étudiant. Combien de scolaires ont été exclus dans ce pays-là pour avoir levé la main sur leurs enseignants, pour manquer du respect aux enseignants, pour brûler les portes? Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Les étudiants ne sont pas au-dessus de la loi. Tout autant aussi que les enseignants ne sont pas au-dessus de la loi. Tout le monde doit converger à la logique selon laquelle on ne peut avoir une paix en écartant une composante dans le fonctionnement d'une institution comme celle universitaire. Demander que les étudiants soient écartés, ce serait une erreur grave qui va coûter cher et à ceux qui ont fait la proposition et à celui qui, dans la clandestinité, pense profiter de cette crise entre enseignants et étudiants. Tout le monde sait ce que l'université peut jouer comme rôle dans une stabilité d'un pays et dans l'instabilité d'un pays. Et je crois que mon souhait, ce n'est pas que le pays aille dans l'instabilité, c'est que le pays aille dans la stabilité, que l'école du moins soit stable, que tout se déroule normalement et qu'on puisse programmer les examens. J'ai fini avec l'idée du baccalauréat. Quand le ministre, ça a fait même l'objet d'un communiqué, du moins d'une communication en conseil des ministres, pour dire que non, il y aura des examens vœux ou pas. Ça, c'est regrettable de la part d'une autorité. Je suis d'accord. Vous êtes un responsable du milieu. Venez pour expliquer à l'opinion qu'est-ce qui s'est passé, comment vous allez apaiser les tensions. Mais quand vous dites que de toutes les façons, il y aura les examens, ça dénote qu'en réalité, le résultat importe peu à cela. Ça veut dire que toute l'année, peu importe le contenu de l'enseignement qui est donné à ces élèves, on n'a rien à foutre. Parce que c'est au Niger, j'ai dit qu'on se réjouit avec un pourcentage minable. 19% au baccalauréat, 26% au baccalauréat, on se réjouit. C'est parce qu'on se réjouit avec ces taux, c'est pour ça, ça ne dit absolument rien aux uns aux autres. Même si on reste jusqu'en juin dans la crise et qu'en fin juin on a trouvé une solution, on estime que de toutes les façons les élèves sont là, ils peuvent aller au niveau des salles d'examen, peu importe le résultat. Sinon, comment vous pouvez avoir un courage pour dire que les examens auront lieu pendant que les écoles ont fermé leurs portes? Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui injecter des millions, vous laissez des millions se volatiliser par la fenêtre à travers des points de presse pour pouvoir intimider les responsables syndicaux, pour pouvoir mettre la pression sur les parents d'élèves et les élèves de ces écoles-là
au niveau départemental et régional pour que des forces ils reviennent dimanche à l'école. Vous posez des conditions à ces étudiants-là pour dire s'ils ne retournent pas à l'école le lundi, vous allez fermer les restaurants. Mais comment est-ce qu'une conscience peut cautionner ça? C'est comme aujourd'hui, vous faites une comparaison entre le chef de l'État, les différents présidents africains, ou des Nigériens qui représentent le Niger à l'international. Et que ces Nigériens aujourd'hui, parmi ces Nigériens qui représentent le Niger à l'international, ils sont 3 ou 4. Équivalent un autre qui n'est pas de nationalité nigérienne, qui veut faire mal au Niger, et qui se rabat sur un des Nigériens pour détruire les autres Nigériens et faire mal au Niger. Seriez-vous d'accord avec ça? Si oui, donc ça veut dire que c'est normal. Sinon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire comment est-ce que les étudiants vont rester sensibles à l'exclusion de leurs camarades. Ça ne s'explique pas. Si vous excluez 5, parce qu'aujourd'hui, ils sont responsables, c'est là que vous n'avez pas exclu. Ça veut dire que demain, quand ils seront responsables aussi, vous allez les exclure. Donc, du coup, la solidarité des étudiants et des scolaires par rapport à l'exclusion, elle est claire, elle est nette. C'est tout. Faisons attention avec cette situation qu'on a négligée jusqu'à ce que ça arrive à ce degré-là. Faites attention. Ne pensez pas que vous avez une force parce que vous êtes une administration rectorale. Ne pensez pas que vous avez une force parce que vous êtes un enseignant-chercheur. Ne pensez pas que vous avez une force parce que vous êtes une autorité politique. L'histoire a tout le temps démontré que quelqu'un, celui qui ne travaille pas avec la vérité, il peut prospérer quelques secondes, mais sa fin sera tragique. Ce n'est pas mon souhait que la fin de certains qui sont à la base de cette crise-là soit tragique, mais qu'ils reviennent à la raison et que les étudiants ensemble aussi acceptent de part et d'autre de se retrouver pour faire des concessions pour que l'école aille mieux, pour que le Niger finisse avec cette crise qui ne devrait pas arriver là où elle est arrivée. Quand vous faites le constat, il y a une nette contradiction entre ce qu'on dit de l'étudiant et ce qui se passe du début de la crise à aujourd'hui. Quand la crise est intervenue, quand les premiers responsables ont su, la clé de l'enseignant, c'est le SGA qui allait lui remettre ça. Après, Lyonoun est sorti ouvertement pour demander excuse. Ils ont tapé à toutes les portes. Je dis bien toutes les portes pour que la situation soit réglée à l'amiable. Ça n'a pas été le cas. Les enseignants sont allés en grève. Ils sont allés à la vitesse supérieure en déclenchant une grève illimitée. Rapidement, le gouvernement a dit qu'il veut la stabilité au niveau des écoles. On a trouvé un accord. Et la conséquence de cet accord, c'est un arrêté que le recteur prend pour dire que tout attroupement d'étudiants est interdit. En fin de compte, quand vous les bousculez de la sorte, parce qu'au tout début, l'ISN aurait déclenché une grève illimitée, ça n'a pas été le fait. Parce que l'ISN pensait jusqu'à un moment, au moins, les uns et les autres allaient revenir à la raison pour éviter ces carnages. Maintenant, si l'ISN a déclenché une grève illimitée, c'est parce qu'au fait, la patience atteint ce paroxysme. L'ISN ne peut plus se patienter et elle a déclenché cette grève illimitée. Cette grève a fait en sorte qu'il y ait une négociation avec le gouvernement. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que et le gouvernement, et le SNEX, et l'administration électorale ne pensent pas qu'en revenant sur une telle décision, ce serait une manière de grandir les étudiants, ce serait une manière de diminuer les enseignants. Non. Quand une erreur est commise par un être humain, je dis bien la force de cet être humain-là, c'est de se rendre compte de son erreur et de revenir sur sa décision. Ça te grandit. Aujourd'hui, il n'y a pas un être humain plus puissant au monde que c'est celui-là qui est président de la République, qui est en erreur, qui va à la télévision pour dire à ses citoyens, excusez-moi de ce que j'ai commis comme erreur. Pourquoi aujourd'hui la décision du rectorat ou du moins du conseil de l'université, il ne peut pas revenir là-dessus? Quand le gouvernement va continuer à tirailler pour dire que non, parce que qu'est-ce qui a fait que les négociations ont été bloquées? C'est parce que l'ISN a posé des préalables. Et ce préalable, c'est la libération de ceux qui sont arrêtés. Ce préalable, c'est quand même de prendre soin des blessés. Je crois que quand même c'est un minimum. Hein? L'ISN n'a pas demandé de boycotter le brevet sportif.
ça suppose, ça dénote la volonté de l'ISN à pouvoir accepter, quel qu'en soit le moment où on aura réglé cette crise, quand même qu'on puisse sauver l'année académique. Mais si le gouvernement continue à rester derrière ces discours selon lesquels le conseil de l'université est autonome, ou du moins ça, nous ne pouvons pas nous y mixer, qu'il se corrige pendant qu'il est temps et qu'il reprenne les discussions pour pouvoir solutionner les doléances de ces étudiants. Ce qui ne peut pas passer du côté des étudiants, si ça ne peut pas passer, les étudiants se rendront compte. Et de voir au niveau des enseignants encore ce qui n'est pas normal, qu'ils reviennent encore là-dessus. Et c'est tout. Sinon, vous ne pouvez pas continuer à croire que les scolaires vont venir parce qu'on les a appelés en négociation pour que non, ils demandent qu'on amène. Et je profite pour attirer l'attention de l'ensemble des scolaires du Niger. Que cette exclusion, banale, je dis bien banale, parce que s'il faut se lever un bon matin, parce que j'ai dit non à l'enseignant, ça là, ce n'est pas ça, c'est anormal, on m'exclut. On exclut 5 personnes. Du coup, s'ils cautionnent, ça veut dire qu'ils sont allés à détruire définitivement l'organisation. Parce que si ça passe, ça veut dire que demain, pour exclure un étudiant, vous avez vu l'arrêté directoral, je dis bien, ça dénote à la limite ce qui va arriver. Où on donne la latitude au chef de la faculté de prendre des décisions pour exclure n'importe qui aurait allé à l'encontre d'une telle décision. Donc, ce serait donner libre cours, du moins ça, à la violence, ce serait donner libre cours à l'injustice, ce serait donner libre cours à toutes sortes de pagailles au niveau de l'université, alors que c'est l'université qui devrait cultiver, du moins entretenir les esprits de l'essence à ne pas aller dans la pagaille. C'est pour ça que les gouvernements, j'ai dit, sont l'issue de cette crise, que le président de la République instruit ses ministres à demander au rectorat de revenir sur la décision. S'ils ne reviennent pas, que le gouvernement prenne son courage en main, comme ils l'ont fait en 2013 à l'université d'Ottawa, où 13 étudiants étaient exclus sur des fausses bases. L'ISN avait lutté, le gouvernement les a réhabilités. Donc maintenant encore, le gouvernement se doit, s'il ne veut pas humilier les enseignants, demander à ces enseignants d'eux-mêmes de revenir sur la décision. Si ils ne veulent pas, le gouvernement prend ses responsabilités. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions dont on dit, la justice qu'il faut rendre. Pourquoi aujourd'hui, quand je me lève, je ne vais pas casser la vie de quelqu'un? Parce que j'estime qu'il y a des lois et règlements auxquels nous sommes tous soumis. Mais si je me rends compte que ces lois-là sont seulement applicables et appliquées à une seule personne ou à un groupe de personnes, d'autres groupes ne sont pas intéressés, mais à la limite, moi aussi, je ne me sentirai pas lié. C'est pour ça, si la chose elle est normale, les étudiants vont se patienter. Mais si la chose n'est pas normale, les étudiants ne se passeront pas. Si la chose est anormale, les enseignants doivent se patienter. Si la chose est normale, c'est-à-dire la décision prise par les enseignants, ils auront gain de cause. Or, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il va falloir qu'ensemble, le gouvernement arrête rapidement. Parce que déjà il est tard. Ça fait combien de mois aujourd'hui que les écoles sont fermées? Même si on fait les examens dans ces conditions, il y a déjà une conséquence néfaste qui découlera de la tenue de ces examens aux dates indiquées, même si on arrive à régler la situation. À plus forte raison que jusque-là, ce qui se dessine à l'horizon, on a l'impression qu'il n'y a aucune intention de pouvoir régler la crise. Il faut la régler rapidement, même si on pense que c'est pour des écoles publiques où il y a moins de candidats. Et que c'est dans le privé, on pense qu'il y a plus de candidats et que ces privés-là sont en train d'étudier. Il faut qu'on arrête cette histoire. Si on pense que ces élèves du privé public ne partent pas à l'école, on doit se poser la question pourquoi et chercher à résoudre les problèmes plutôt de continuer à penser que non, les privés ne doivent pas être concernés par cette crise. Voilà au fait exactement moi ma pensée par rapport à la position du gouvernement. Le gouvernement n'a pas à se ranger derrière ces carcans ou ces semblants d'autonomie, parce que autonomie ne suppose pas indépendance. L'université est autonome dans la gestion de ses moyens financiers. L'université est autonome
sur le plan académique. L'université est autonome par rapport à son programme, mais l'université n'est pas indépendante. Où elle peut se permettre de faire tout, avoir sa monnaie, avoir une armée, avoir ses lois à elle. Non. Elle ne l'est pas. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement peut bel et bien revenir sur la décision, du fait que cette décision est entachée d'irrégularité. Tous les conseils de l'université qui ont inscrit des étudiants, autant du camarade Diori et les autres étudiants, le conseil n'a pas respecté ses propres textes. Parce que tout simplement, les textes disent que quand on se retrouve en conseil, il faut soumettre à débat la plus petite sanction. C'est-à-dire que le blâme, l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire, l'exclusion définitive. Quand le conseil s'est réuni, normalement, c'est l'avertissement, il faut soumettre sur la table. On le met au vote. Si ça passe, c'est-à-dire que si la majorité opte pour l'avertissement, on avertit l'étudiant. Mais je vous dis, toutes ces exclusions, c'est la plus extrême, la plus grande sanction qui est directement soumise au vote, notamment l'exclusion. Pour notre cas, c'est directement l'exclusion. Pour le cas des Diori, c'est directement l'exclusion. Pour les cas actuels, c'est directement l'exclusion qu'on soumet. Donc les textes n'ont jamais été respectés, même par rapport à la convocation du conseil de l'université et par rapport à comment est-ce que le conseil doit statuer. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si l'erreur est commise, mais qu'ils reviennent sur leur décision et permettre à l'école et à l'université de répartir. Parce que l'exclusion, si ça, elle solutionne un problème. Quand on a inscrit les Diori, on ne devrait plus avoir quand même un étudiant inscrit parce que tout le monde allait être dissuadé. Mais après ça, on a inscrit encore d'autres étudiants. Ça n'a pas empêché que vous avez inscrit aujourd'hui. Même demain, vous allez inscrire. Parce que vous ne pouvez pas dissuader tout le monde. Quand les gens voient que leurs droits sont piétinés, ils sont obligés de braver la mort. Ils sont obligés de braver toutes les difficultés pour que justice soit faite, pour qu'ils soient dans les droits.